Bien, ben écoutez, bonjour à tous ceux que je ne vois pas, ce qui est un peu frustrant, on l'a dit tout à l'heure, de faire des interventions devant un auditoire virtuel, mais enfin, faute de mieux, on va le faire. Donc, je vous invite à essayer de partager un certain nombre de réflexions que j'ai depuis plusieurs années maintenant sur le regard que nous portons sur la nature, la biodiversité. Et moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est sur la déviance d'un certain nombre de regards par rapport à la réalité des choses, en tout cas celle la réalité que moi je perçois. Et c'est peut-être ça le fond du problème, c'est que quelque part, quand on fait du terrain et qu'on a l'habitude de voir un certain nombre de choses sur le terrain, il y a des discours un peu théoriques qui vous étonnent parfois et on va en discuter au cours de cet exposé. Vous savez parfaitement que l'homme détruit la nature, c'est un discours que l'on entend à l'heure actuelle avec l'idée que on me dit que c'est de la communication et qu'il suffit de créer un choc pour éviter le pire. Alors, j'ai lu récemment, le pire n'est pas certain des poularaires, qui était intéressant à ce niveau-là, qui traite justement de cette question de la collapsologie. Et puis, il y a quelque chose qui me gêne beaucoup, c'est que on vous dit également, c'est la catastrophe, mais rien n'est perdu si vous faites amende honorable. Et les recettes dans cette amende honorable, c'est de mettre la nature à l'abri des hommes, c'est-à-dire de faire des aires protégées. Ah, l'exclusion de l'homme déjà me pose problème. La méfiance vis-à-vis des innovations technologiques, que ce soit le nucléaire, les OGM, les pesticides, la liste est longue. Et puis, changer notre système économique, je n'ai absolument rien contre, mais il faudrait qu'on me dise comment et pourquoi. Donc, ce discours sur la conservation est quand même est confronté au monde réel, donne l'impression qu'on on vit dans un monde un peu schizophrène. C'est que la persistance sous des formes diverses de la croyance en l'équilibre de la nature, on y reviendra, avec ce corollaire, il faut mettre la nature à l'abri de l'homme, avec le parti pris systématique selon lequel l'homme est perturbateur de la nature. Je n'entends pas beaucoup parler des relations positives de l'homme à la nature, on n'entend que des relations négatives. Et la pratique systématique de l'omerta sur le fait que l'homme doit se protéger en permanence des méfaits de la nature. Ça, c'est aussi un autre élément qui, moi, me perturbe beaucoup. J'ai participé à des programmes de lutte contre les grandes endémies. Les agriculteurs savent parfaitement que la nature est une source inépuisable de nuisances. Et tout ça, ça passe complètement sous silence quand on parle de protection de la nature. C'est quand même quelque chose qui est un peu choquant. Donc, ce que j'appelle anti-humanisme, alors les mots sont peut-être un peu forts, mais cette absence de la préoccupation de l'homme dans la protection de la nature, c'est quelque chose qui me choque assez profondément. Euh, je vais revenir très vite parce qu'il faut savoir de quoi on parle et je vais surtout centrer mon discours non pas sur le monde, parce qu'on tient des discours généraux sur le monde en amalgamant des situations totalement différentes. C'est comme si on faisait la somme de tables et de chaises, quoi. Ça n'a pas de sens. Alors, je vais centrer mon discours sur l'Europe, essentiellement. Je prendrai peut-être quelques exemples à l'étranger, mais en essayant de savoir de quoi on parle et de quoi on part. Donc, quand on regarde un peu la nature et la biodiversité en Europe, il faut quand même savoir que pendant 2 millions d'années, nous avons eu pratiquement tous les 100 000 ans, en moyenne, un épisode glaciaire. C'est-à-dire que les glaces polaires ont descendu vers le sud, et puis au moment des réchauffements, elles sont remontées vers le nord. On imagine bien que la diversité biologique et la nature au sens large a subi évidemment les conséquences de ces euh, cycles glaciaires. Et on peut penser, quand les Alpes étaient sous les glaces ou quand l'Europe du Nord était sous la glace, qu'il y a une grande partie de la diversité biologique qui a été éradiquée par ces cycles glaciaires. Et je ferai ce commentaire, c'est que l'érosion naturelle de la diversité biologique due aux glaciations, répétée, je le répète, a été sans commune mesure avec celle que l'on observe de nos jours. On en parle peu, évidemment, on n'en parle pas de nos jours quand on cherche à identifier les espèces qui seraient dues à l'homme, dont l'extinction serait due à l'homme en Europe, quand même relativement faible, très faible même par rapport à ce qui a dû se passer il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 20 000 ans. 20 000 ans à l'échelle de l'évolution géologique, ça n'est pas grand-chose.
Euh, alors, l'homme intervient. Après le réchauffement, l'homme intervient. Très vite, là, il intervient par le feu. Les forêts méditerranéennes en connaissent encore les conséquences. Et puis, il y a eu la chasse. Alors, bien entendu, des bonnes âmes ont cru pouvoir dire que l'extinction de la mégafaune en Europe et en Amérique du Nord et dans l'Asie du Nord était due aux chasseurs-cueilleurs de l'époque. On peut vraiment discuter de cette opinion, sachant que pas mal de travaux publiés dans des grandes revues montrent que le climat et les changements de nourriture liés au changement de la flore en particulier seraient probablement à l'origine de cette disparition. Mais ça, c'est un autre. Et puis, il y a eu l'agriculture, les migrants venus du Moyen-Orient, qui en tout cas, sont arrivés avec leur faune, leur flore, leur culture, et nous ont amené tout un tas d'espèces. Et c'est une autre particularité de la faune européenne par rapport à l'Amazonie ou à d'autres contrées, c'est la grande quantité d'espèces introduites à l'heure actuelle, et depuis des millénaires, je dirais, par les hommes, dans le but d'améliorer les conditions de vie. Alors, évidemment, ces fleurs emblématiques que sont le bleu et les coquelicots qui sont arrivés avec qui sont les premiers agriculteurs migrants. Et vous avez des choses comme la carpe qui est arrivée au Moyen-Âge. Alors, comme on a mis la limite entre les espèces autochtones et les espèces allochtones de manière très arbitraire à 1500, la carpe qui est arrivée avant 1500 est considérée comme une espèce autochtone, et toutes celles qui sont arrivées après 1500 sont des allochtones. Je considérais quand même que cette limite arbitraire est quelque chose d'un peu ésotérique. Il y avait des choses comme le mimosa qui était introduite il y a au 19e siècle et qui est devenue une espèce emblématique dans le midi de la France. Donc, pour résumer, en métropole, il n'y a pas une diversité biologique qui serait d'origine naturelle, ça n'a rien à voir avec une biodiversité qui aurait évolué durant des siècles et des millénaires et des millions d'années. C'est un melting pot, ce que j'appelle un melting pot, c'est-à-dire des espèces qui sont d'origine différente, de recolonisation après les glaciations, introduites par les hommes qui se sont déplacés spontanément. On ne sait plus s'il y a vraiment d'autochtones ou pas. Je rappelle que sur les 10 000 plantes en France, il y en a 4 000 qui sont supposées être d'origine allochtone. Donc nous ne sommes pas dans un milieu vierge. Mais il y a aussi et surtout, et c'est là qu'on peut beaucoup discuter, il y a de nombreux systèmes écologiques qui ont été créés et aménagés par l'agriculture. Je dis bien par l'agriculture. Et ce, aussi bien en milieu terrestre qu'aquatique. On a créé beaucoup de barrages, de petites retenues pour l'irrigation, et ça depuis très longtemps. Alors je pose cette question quand on dit que l'homme détruit la nature. Le bocage, c'est quoi? C'est considéré par la plupart des conservationnistes comme un milieu exceptionnellement riche en matière de biodiversité, mais si on porte un regard aussi un peu détaché, c'est un paysage de forêt dégradée. Donc on voit bien que le regard que nous portons est totalement, je dirais, empreint de subjectivité. Il n'y a pas un regard vraiment, je dirais, clair sur ce qu'est ou ce qui n'est pas un bel écosystème. C'est un autre débat que nous pourrons avoir éventuellement. Donc, alors on parle, voilà, je voudrais prendre un peu de recul par rapport à cet aspect de destruction ou d'aménagement de la nature et parler peut-être par une autre démarche qui est celle du bien-être humain. Le bien-être humain, c'est pas moi qui l'ai introduit, c'est le millénium, enfin, l'évaluation des écosystèmes pour les millénaires qui parle beaucoup du bien-être humain. Alors, quand on regarde un peu par analogie ce que l'OMS dit de la santé, c'est-à-dire un bien-être physique, mental et social. Ça ne consiste pas seulement en une absence de maladie. Hein. Par similitude, et si on regarde l'environnement, on peut dire que le physique, c'est la sécurité environnementale. Le mental, c'est la notion que je vais développer aussi de nature-valeur-refuge, c'est-à-dire une espèce de valeur onirique de la nature dans laquelle on se réfugie, hein, pour éliminer les stress. Et puis le social, c'est la recherche de compromis entre différents usages et protection de la nature. Ça, c'est un des gros enjeux finalement des siècles à venir. Très vite, mais sécurité, on voit bien que le physique, c'est quand même les animaux dangereux.
il y a eu les maladies et les vecteurs, il y a se protéger des aléas climatiques, on l'oublie souvent, mais beaucoup d'aménagements sont liés à la protection des cultures. La Loire, qui est soi-disant un des fleuves libres d'Europe, les premiers aménagements sur la Loire, les levées ont été faits pour protéger les agriculteurs et pas pour protéger les villes, il faut bien le savoir. Il y a les aspects alimentaires, quantitatifs et qualitatifs, je ne développerai pas, il y a des spécialistes chez nous. Et puis le mental ça n'est pas quelque chose de marginal. Je pense qu'il y a effectivement au niveau de la nature une valeur onirique, c'est-à-dire c'est un lieu de ressourcement, d'espérance en un monde meilleur, d'une certaine manière, et les gens ont beaucoup joué sur les notions de paradis. Puis il y a toute cette valeur ludique de la nature qui a pris beaucoup d'importance à partir du 19e siècle, quand les gens ont été un peu libérés finalement des contraintes de la vie quotidienne. C'est un lieu de détente avec les sports nature, l'observation de la nature, c'est quelque chose qui, à mon avis, prend beaucoup à l'heure actuelle, pourrait constituer d'ailleurs un élément d'une valorisation des milieux ruraux. Puis il y a le social. Alors j'ai pris deux images un peu choc, hein. Le paradis avec des lions herbivores, probablement, hein, parce qu'ils côtoient les moutons. Et puis une image un peu évidemment choc d'une terre labourée, sans arbres et sans végétation. Et entre ça, il va falloir trouver des compromis. J'ai souvent pris l'habitude de présenter finalement nos rapports à la diversité biologique sous trois aspects. Il y a la nature-objet, c'est celle que les scientifiques analysent, étudient, en gros c'est toute l'aspect, je dirais, science naturelle, science de la nature. Ça correspond effectivement à l'identification des espèces, mais c'est aussi la géographie, l'écologie, tout ce qui tourne autour de la connaissance et de la description de la nature. Et puis il y a la nature vécue. J'ai mis cette photo de paysage agricole, mais c'est celle du cadre de vie en fait. La nature vécue, c'est la nature dans laquelle nous vivons. Elle est constituée de deux choses. Une nature utile, celle que l'on utilise, les sols, la végétation, etc. Puis il y a les nuisances. Et je reviens toujours sur cette question de nuisance. Et dire que quand on vit dans des appartements aseptisés, on a l'impression qu'il y a des nuisances. Quand on circule un peu sur le terrain, et surtout quand on vit dans des pays du Sud, on s'aperçoit beaucoup que les nuisances jouent un rôle important dans la vie quotidienne. Donc c'est la notion de paysage qui tourne autour de ça, c'est la notion de patrimoine, etc. Puis vous avez la nature imaginée. Alors ça, c'est une nature, selon les gens, mystique, qui n'est pas influencée par l'homme, avec cette question de dualité nature-culture qui a été développée, je dirais, avec les religions, puisque vous saviez que l'homme avait une âme, mais les animaux n'en avaient pas. Donc déjà, on a commencé à séparer le monde de la nature et le monde des hommes. Et puis, derrière ça, il y a cette notion de vivre en harmonie avec la nature, etc. J'ai mis juste cette image du film Avatar, qui est, je dirais, l'archétype finalement de la vision mystique et mythique de la nature. Donc nous avons trois grands ensembles, et sur ces grands ensembles, on va pouvoir jouer. Donc cette nature vécue, bienfaits et méfaits de la nature, je crois que c'est pour tous une évidence, mais j'ai l'impression parfois de prêcher dans le vide. On a quand même tous conscience que quelque part, la nature est une source inépuisable de méfaits également. Moi qui ai travaillé, je répète, dans des programmes de lutte contre les grandes endémies, parfaitement que beaucoup d'espèces sont effectivement nuisibles à notre santé. Et nous essayons légitimement de nous en protéger. Les agriculteurs savent qu'il y a des ravageurs de culture, hein, et ils essaient légitimement de s'en protéger. Je ferai juste une toute petite remarque, c'est quand même bizarre que quand on lutte contre toutes ces espèces qui nous transmettent des maladies ou qui craignent des nuisances, on n'arrive pas à les éliminer. Il y a quand même un vrai problème parce que tous ceux qui luttent contre les espèces dites nuisibles arrivent tous à peu près à la même conclusion. On contrôle les populations, mais on n'arrive certainement pas à éteindre les populations. Donc, pas effectivement, il y a vraiment un vrai problème là-dessus. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est de savoir que lorsque les économistes nous ont développé cette notion de biens et services rendus par la nature et la diversité biologique,
ils n'y ont vu que les aspects, là aussi, positifs de nos rapports à la nature. On a complètement ignoré et mis de côté tout ce que je viens de décrire, tous ces aspects de nuisance. On retrouvera cette espèce de dichotomie utile-nuisible au XIXe siècle, dont je vais vous parler tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a deux mondes. Il y a celui, on peut discuter sur le terme nuisible, mais il y a quand même des espèces qui nous créent des problèmes. Et j'ai trouvé une des rares publications dans lesquelles on fait intervenir ce qu'on appelle les systèmes, les 10 services écosystémiques, c'est-à-dire qu'il y a des services qui ne sont pas positifs, il y a des effets négatifs aussi des systèmes écologiques. Les aléas climatiques, par exemple, c'est vraiment un aspect négatif de notre environnement qui intervient beaucoup sur les sols. Et puis, il y a, je viens de dire, toutes les espèces dites nuisibles. Juste pour faire un petit clin d'œil, mais il y a eu au début de l'année une invasion énorme de criquets sur toute l'Afrique de l'Est et une partie de l'Asie. Ça n'a pas beaucoup préoccupé les médias. Hein. Je note le silence éloquent des mouvements conservationnistes et des scientifiques affiliés à ces mouvements à l'occasion de cet événement, mais on a recyclé l'érosion des espèces sauvages de manière importante sur tous les médias. Donc, il y a quand même un traitement de l'information qui est assez différent. Alors, on parlait tout à l'heure de une planète, une santé, une planète. Alors, j'ai retrouvé cette phrase qui est sortie d'un rapport du WWF sur l'érosion de la nature et l'émergence des pandémies. Vous savez qu'il y a un certain nombre de gens qui pensent que la nature se venge du fait que nous la détruisons. Hein, c'est le schéma que nous avons déjà entendu à l'Académie aussi. Alors, la conservation et le maintien de la nature et des bienfaits, les bienfaits qu'elle nous procure sont essentiels pour préserver notre santé et notre bien-être. Écoutez, moi, quand j'ai circulé un peu dans le monde, et j'ai vécu aussi dans d'autres pays que la France, où la pression démographique était relativement faible, où on pouvait penser qu'on n'était pas loin d'une nature naturelle, je peux vous dire que les maladies, elles sont omniprésentes. Hein, on peut faire croire que la protection de la nature va nous protéger de quoi? Elle ne va pas nous protéger du paludisme, il est là, hein, de la schistosomiase, de l'onchocercose, de l'amybiase. On peut faire une liste, je dirais, extrêmement longue de toutes les nuisances, que ce soit en termes de maladies ou de nuisances tout simplement, des produits de la nature. Et voilà, ces maladies, elles existent. Et si on protège la nature en tant que telle, sans intervenir, on protège aussi ces maladies. Donc, il y a quelque chose qui est choquant dans ce genre de phrase que tout le monde semble reconnaître comme ça, de manière anodine. Ben oui, si vous protégez la nature, vous protégez aussi toutes les nuisances qui sont dans la nature. Et est-ce que l'homme est légitime ou pas pour intervenir là-dessus? C'est toute la question, le fond du problème quand on parle de protection de la nature, parce qu'il y a forcément cette ambivalence. On aime et on doit se protéger, ou on utilise et on doit se protéger. Hein, je dirais que si l'on ne dénonce pas ce genre de procédure, on participe à, je dirais, une mise à l'écart, d'une certaine manière, un mépris total des populations qui sont exposées à ces maladies. La nature imaginée, bon, c'est quelque chose d'important parce que je ne mets pas ça du tout de côté. Les religions vendent du rêve, et c'est comme ça. On peut en discuter, mais c'est comme ça. Les écologistes et les agences de voyage aussi, d'ailleurs, hein, on vend du rêve. Pourquoi? Parce que la nature, c'est un endroit où on va se ressourcer, on va y compenser des stress, on va y faire des activités ludiques. Bref, il va y avoir tout un ensemble de choses qui vont tourner autour du rapport que nous pouvons avoir avec la nature. Et c'est toutes les questions du wilderness, par exemple aux États-Unis, la grande notion de nature, on va se restaurer, se ressourcer. Ça, je veux dire, très bien comme ça. La seule question, c'est que c'est cette, je dirais d'une certaine manière, idéologie qui va être à l'origine d'un certain nombre de politiques. La restauration écologique pour restaurer un état écologique
qui n'a pas été modifié par l'homme. Cette notion de belle nature sans l'homme va aboutir à la notion d'air protégé. Là, on peut discuter, à l'heure actuelle, il y a quand même un certain nombre de gens qui sont assez critiques par rapport à cette notion d'exclusion de l'homme de la nature et la notion d'air protégé. Je vous renvoie au colonialisme vert qui vient d'être écrit et qui parle de la protection de la nature en Afrique en particulier. Donc, je vais essayer de faire un petit retour dans le passé pour essayer de comprendre un peu pour comment on en est arrivé là et comment finalement on peut avoir en tout cas ces visions aussi contrastées de la nature. Simplement pour rappeler que si certains pensent que autrefois c'était mieux avant, disent un certain nombre de gens. Je rappelle qu'il y a eu énormément d'épidémies. Il y a eu aussi beaucoup de disettes et de problèmes alimentaires, et que le climat a joué aussi un rôle extrêmement important dans toute la dynamique agricole et la dynamique sociale. Alors, remontons à Linné. Linné, c'est le père de la taxonomie numérique, de la taxonomie. Et à l'époque de Linné, ce n'est pas, mettons, tout le monde pensait que le monde avait été créé par Dieu. Il n'y avait pas de problème. Le monde avait été créé par Dieu, donc la nature était belle, elle était forcément immuable, puisque c'était une création de Dieu, elle était forcément harmonieuse, et on ne se posait évidemment pas la question de l'homme sur la nature, c'était complètement hérétique. Donc on avait commencé à faire apparaître cette notion de dualisme homme-nature. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé au début du 19e siècle? Alors ça, c'est un problème que j'ai eu l'occasion d'approfondir un peu lors du précédent confinement, qui m'a permis d'aller de passer un peu de temps sur Gallica et d'y retrouver tout un tas de textes sur le 19e siècle. Et au début du 19e siècle, la nature est toujours l'œuvre de Dieu. C'est une question qui va être récurrente dans beaucoup d'écrits, même jusqu'à la fin du 19e siècle. Mais on découvre des fossiles et on se pose la question, donc, est-ce qu'il y a eu d'autres mondes? Donc, on se pose en gros la question de l'existence de Dieu. Et petit à petit, on va abandonner l'idée, petit à petit, progressivement, et ça n'est pas terminé, d'ailleurs, ça continue à l'heure actuelle, que Dieu n'a pas été à l'origine du monde, mais je dirais, il y a une interrogation. On n'a pas remplacé Dieu. On ne sait toujours pas d'où vient l'origine de la vie, et donc on reste un peu dans cette expectative, on a mis un point d'interrogation. Mais par contre, l'image de la nature immuable et harmonieuse créée par Dieu, elle a persisté. Elle a persisté dans ce que j'ai appelé la laïcisation de la nature. On a continué à imaginer un monde mythique, harmonieux, qui est celui que l'on avait mis en évidence avec la notion de créateur. Et on va avoir finalement, on va voir évoluer les choses, on va passer d'une nature immuable, celle qui était créée par Dieu, à la notion d'une nature régulée, avec notamment l'intervention de phénomènes de prédation. C'est-à-dire que la régulation de la nature va permettre finalement la stabilité de la nature. C'est cette idée qui s'est développée au cours du 19e siècle et qui a été à l'origine, on va y revenir, de l'utilisation finalement ou de la protection des oiseaux qui est apparue au 19e siècle, des oiseaux qui étaient utiles au sens où ils régulaient les populations de prédateurs agricoles. Donc on est toujours sur cette notion d'une idée d'une nature qui doit rester fixe ou plus ou moins immuable. Alors, on peut se poser la question, est-ce que l'écologie serait née sur une idée fausse qui est celle de l'équilibre de la nature? Et je pense que derrière ça, il y a une vraie question, parce que l'écologie telle qu'elle a été fondée, elle était à la recherche de lois qui permettaient de comprendre comment la nature était en équilibre, comme finalement Newton avait établi des lois qui permettaient de comprendre comment le système terrestre fonctionnait. Quand on revient à l'agriculture au début du 19e siècle, la grande partie de la population était d'origine rurale. L'agriculture peinait beaucoup à nourrir la population, il y avait beaucoup de disettes.
il y avait une polyculture, une autarcie, et il y avait aussi une situation sanitaire tout à fait déplorable. Les textes montrent combien la promiscuité avec les animaux était grande. On dormait parfois dans la même salle que les animaux en hiver pour se réchauffer. Il y avait donc tout un ensemble de contacts avec les animaux bien pire qu'aujourd'hui, je dirais d'une certaine manière. Et puis il y avait les miasmes et les épidémies. Et puis, si vous regardez la photo, la gravure du bas, une cour de ferme, c'était quand même quelque chose d'assez fantastique. Hein. Il y avait en particulier des fumiers qui encombraient toutes les cours de ferme et il y avait beaucoup de femmes. Hein. Donc, il y avait aussi une grande production de mouches. Alors, je vais y revenir. Donc, pour contrôler les ravageurs, on s'est posé la question si on utilisait les oiseaux. Donc, avec cette notion de mécanisme régulateur, pour essayer de comprendre pourquoi il y avait des déséquilibres et pourquoi finalement il y avait une forme de lutte biologique. On n'a pas inventé le terme lutte biologique à l'époque, mais c'était cette idée que quelque part la nature régulait d'elle-même les choses par les relations proie-prédateur. D'où l'idée était que j'ai évoquée tout à l'heure, si on utilisait les oiseaux comme auxiliaires de l'agriculteur et surtout les insectivores, parce que les granivores dévoraient les récoltes. Alors, il y a toute une polémique qui s'est développée au XIXe siècle sur le rôle des oiseaux, la protection des oiseaux pour l'agriculture, qui est tout à fait passionnante et intéressante, mais je ne vous la développerai pas aujourd'hui. Mais à l'époque, en tout cas, ce qui s'est que les oiseaux insectivores, ou tous les petits oiseaux d'ailleurs de manière générale, faisaient l'objet d'une chasse importante, d'un braconnage important, chasse ou braconnage, peu importe, de prélèvement important, parce que d'abord c'était, c'est-à-dire la viande de brousse de l'époque. Hein, les gens mangeaient énormément d'oiseaux. D'ailleurs, le culte des ortolans, entre guillemets, la consommation des ortolans, on la retrouve encore dans les traditions populaires. Et puis, derrière ça, il y avait aussi un commerce important. On exportait des tonnes et des tonnes d'oiseaux en Italie, en Grande-Bretagne, etc. Il y avait toute, toute une documentation là-dessus qui montre qu'à l'époque, il n'y avait pas d'insecticides, mais il y avait un prélèvement extrêmement important. Et surtout, on a beaucoup discuté du rôle des enfants qui dénichaient les nids, qui allaient détruire les nids des oiseaux et qui donc entraînait une importante érosion des populations d'oiseaux. Bon, toujours est-il qu'à cette époque-là, on s'est préoccupé quand même de cette histoire de protection des cultures par les protections des oiseaux, qui était une vision totalement utilitariste de la protection de la nature, qui n'avait rien à voir avec celle d'aujourd'hui, qui est celle finalement tout le monde a droit à la vie. Les rapports dans le monde rural avec la culture, ils étaient très simples. Il y avait la priorité, c'était la production, et donc il y avait la question des ravageurs de culture, c'était une des grandes priorités. Il y avait la question des aléas climatiques avec les crues et les sécheresses. Il y a eu des crues monumentales au XIXe siècle. Il y a eu la question des vecteurs de maladies. Alors, si vous relisez les textes du XIXe siècle, les gens étaient perclus de maladies, notamment les miasmes et la malaria, qui tuaient beaucoup de gens. Il y avait aussi des animaux dangereux, les loups, par exemple. Puis il y avait les hommes, évidemment, avec les soldats qui détruisaient régulièrement lors des guerres les cultures. Et la réponse à ça, c'était le fatalisme. On invoque le Créateur et on fait des processions. On est appelé les rois hein, pour implorer la clémence divine et protéger les cultures. C'était donc une attitude fataliste. Et par ailleurs, de l'autre côté, de l'autre côté du miroir, j'allais dire, quand on regarde le monde urbain, c'est un tout autre vécu. On vit chez une élite intellectuelle ou bourgeoise, urbaine. On vit, et on a vu se développer au XIXe siècle, tout un courant romantique. La littérature romantique du XIXe siècle exale la nature avec Lamartine en est un bel exemple. Hein. Mais il y a également les peintres qui font qui peignent le paysage et l'école de Barbizon en particulier a été aussi à l'origine de protection
conception de la nature paysage, et non plus cette fois-ci utilitariste. Vous avez le jardin de Monet, dont vous avez une illustration en bas qui est une construction, j'allais dire, on est presque dans un domaine d'écologie synthétique. On a des végétaux qui viennent de tous les coins du monde. Et puis, c'est aussi un lieu d'activité, de ressourcement, avec les déjeuners sur l'herbe, les guinguettes, la pêche à la ligne. Bref, la nature, c'est devenu un lieu de vacances, un lieu de détente. Et les premières mesures de protection de la nature concernent en réalité des paysages, parce qu'il y avait à cette époque la notion de paysage sublime, c'est-à-dire des paysages qui créent des émotions hors du commun. Donc, deux représentations différentes, une au XIXe siècle, la nature imaginée, donc issue de la nature créée par Dieu, le paradis, qui a été sacralisée, laïcisée, mais sacralisée, c'est-à-dire qu'on l'a maintenue sous la forme de nature idéale par des courants romantiques et esthétiques, protection des paysages, air protégé des hommes et restauration, ça veut dire un retour sur le passé pour retrouver cette nature vierge et non artificialisée. Et puis vous aviez la nature vécue, c'est celle de l'agriculture qui a créé les paysages. C'est une approche utilitariste. On profite de la nature en la gérant judicieusement. Il n'a jamais été question pour un paysan de faire n'importe quoi dans la nature. Ça, c'est dans l'esprit d'un certain nombre de conservationnistes que ça a été comme ça. Et se protéger de la nature tout en faisant, parce qu'il fallait lutter contre les nuisibles, il fallait lutter contre les aléas climatiques. Donc, on est dans un cadre de co-construction de nos systèmes écologiques, on n'est plus dans le cadre de protection des systèmes écologiques. On co-construit de manière aménagée un cadre de vie dans lequel on vit à l'abri des prédateurs, à l'abri des nuisances, et qui est un système productif. Ça ne veut pas dire pour ça que c'est un système dégradé, comme on dit, mais il faut aussi anticiper l'avenir. Alors, j'ai retrouvé cette citation tout à fait intéressante de George Sand, En a marre au diable. Alors, elle est un peu longue, je peux que vous inciter à la lire, mais ce qu'elle dit finalement, c'est qu'il y a deux mondes qui cohabitent dans les milieux ruraux. Hein. Il y a d'une part les, les, les gens qui viennent de la ville et qui viennent finalement chercher dans le monde rural l'argent qui va leur permettre de vivre en ville, mais qui n'accordent pas vraiment beaucoup d'intérêt à un spectacle de la nature. Et puis, vous avez ce qu'elle appelle l'homme de loisir, qui vient chercher un peu d'air et de santé dans le séjour à la campagne, puis il retourne dépenser dans les grandes villes le fruit du travail de ses vassaux. De l'autre côté, vous avez l'homme du travail accablé, trop malheureux et trop effrayé de l'avenir pour jouir de la beauté des campagnes. Bon, en fait, c'est le paysan qui prime à longueur de journée dans ses champs pour vivre parcimonieusement. Homme de loisir, homme de travail, c'est une manière un peu diplomatique de parler des pauvres et des riches, de parler des urbains et des ruraux. Mais on voit que ce clivage existe déjà c'est pas nouveau, mais il a été normalisé à cette époque-là. Et à la jouissance de la nature par les bourgeois s'oppose la dureté de la vie pour les paysans. Donc, on en est au 19e siècle à cette situation, et cette situation, elle va perdurer. On va en discuter dans un instant. Et ce que je voulais dire, je vais faire un petit aparté, c'est que les pratiques agricoles au 18e, 19e et même début du 20e, on l'a peut-être souvent ignoré, ont boosté la diversité biologique. Elles l'ont boosté, ce qui veut dire que si on avait pu suivre, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, si on avait pu suivre un peu l'évolution des populations et de la diversité biologique au 19e siècle, on se serait aperçu que, d'une part, il y avait des modifications dans les pratiques agricoles. Il y avait, à l'époque, il y avait beaucoup de jachères, mais il y avait aussi on a assisté à beaucoup d'introductions de nouvelles espèces cultivées, mais aussi de leurs parasites, qui pouvaient parfois constituer des populations importantes et donc de la biomasse importante. Puis j'ai évoqué tout à l'heure dans la diapositive que je vous montrais des pratiques comme les fumiers des cours de ferme qui étaient à l'origine d'une biomasse considérable de mouches pour les insectivores. Il y a eu des travaux, peu de travaux, mais quelques travaux faits là-dessus, et un
anglais, un agronome anglais qui circulait en 1789 en France, dit si j'entreprenais une culture en ce pays, j'engraisserais bien de 4 à 5 acres chaque année avec les mouches mortes. Et quand on connaît les pays en voie de développement, les pays du Sud, où l'on peut circuler, on s'aperçoit aussi que les mouches constituent quelque chose d'omniprésent dans le paysage et dans les nuisances que l'on peut avoir de la part de la nature. Et ce qui est important, c'est que quelque part, on a eu une aviculture à un moment donné, une conjonction de fait que, avec les bocages, avec les jachères, avec toutes les manières de cultiver, on laissait, après les moissons, on laissait sur les champs une partie de la production. On parlait d'aller glaner à l'époque, hein, on allait glaner dans les champs. Donc les animaux aussi en profitaient. Hein. Et donc on avait une biomasse relativement considérable qui a sûrement profité à l'expansion démographique, en tout cas d'un certain nombre d'espèces prédatrices, dont les oiseaux, dont on parle toujours, puisqu'on dit que les champs sont en régression. Et je pense qu'il y a eu un facteur qui était assez oublié dans ce qu'on appelle l'érosion de la biodiversité, c'est l'hygiénisme qui a beaucoup modifié les milieux avant les pesticides. D'abord, il y a eu la lutte contre les miasmes et le palu, avec l'assèchement des zones humides. On a asséché des zones humides à cause du palu, hein, il faut être très, très clair là-dessus. Il y a eu la disparition des fumées, mais autres amas de déchets organiques qui étaient à l'origine de différentes productions, notamment d'invertébrés. Pour ceux qui ont connu cette époque, il y a eu la disparition des mares dans les prairies. Et autrefois, on a remplacé ces mares par des abreuvoirs, c'est beaucoup plus hygiénique, mais il y a beaucoup moins d'habitat pour les batraciens et pour la faune et la flore aussi en particulier. Et mais c'est aussi que l'usage d'antiparasitaires à l'heure actuelle, dont l'ivermectine, entraîne une dégradation moins rapide des excréments. Donc, il y a aussi moins de coprophage et on pourrait certainement trouver beaucoup d'autres exemples de ce type. Arrivons au XXe siècle, eh bien, la vision romantique de la nature va devenir majoritaire auprès des nouveaux urbains sous forme de nature refuge. La population urbaine va croître de plus en plus, la population rurale va au contraire diminuer. C'est les fameux exodes ruraux qui aboutit maintenant au fait que le monde rural, agricole en tout cas, ne représente plus que 3 4% de la population. Mais le monde urbain, par contre, se détache du monde rural et de ses servitudes. C'est-à-dire que le monde urbain vit dans un univers qui est assez différent, assez pisé et qui n'a plus les contraintes, notamment climatiques en particulier, de la production. La question des nuisibles et des méfaits de la nature reste pourtant omniprésente chez les ruraux, qui sont de moins en moins nombreux. Et les pesticides, je ne prends que cet exemple, qui devait libérer en partie les agriculteurs de ces nuisances, sont rapidement décriés au nom d'une hypothétique nature virginale. Alors, je ne suis pas ni naïf ni climato-sceptique, je suis bien d'accord sur le fait qu'il y a eu des excès dans l'utilisation des pesticides. Et tout le monde, je pense, beaucoup de gens sont d'accord là-dessus. La question est de trouver maintenant un meilleur équilibre entre l'utilisation de ces pesticides et les cibles que l'on souligne, mais il ne reste pas moins que les pesticides ont aussi rendu un certain nombre de services, et notamment dans le domaine de la santé, qui n'est pas forcément celui traité ici. Il n'en reste pas moins que ce qui me semble évident, c'est que la pensée créationniste a fortement influencé l'écologie naissante au début du 19e siècle, quand on cherchait à comprendre comment les dessins du créateur avaient permis de créer cette nature que nous connaissions. Bon, j'ai dit avec la laïcisation de la nature, on va chercher à identifier les lois intrinsèques du fonctionnement de la nature qui le maintiennent en équilibre, enfin, qui maintiennent les écosystèmes en équilibre, qui les maintiennent avec une forte influence à l'époque des sciences physiques, parce qu'il y avait
l'écologie a été, ou les sciences naturelles au sens large, ont été fortement influencées par les sciences physiques qui avaient permis notamment à Newton, par exemple, de décrire le fonctionnement de l'univers avec quelques équations. Ça se traduira donc à la fin du 19e et plus exactement au début du 20e par la naissance d'une écologie scientifique. Mais je le disais tout à l'heure, est-ce qu'elle serait née sur une idée fausse avec ce concept d'équilibre de la nature qui est encore relativement récurrent, j'allais dire, dans beaucoup de réflexions, y compris scientifiques, mais aussi beaucoup de réflexions des gestionnaires. On a toujours l'impression que quelque part, on cherche à reproduire une nature telle qu'elle a existé. Avec cette dualité homme-nature, bon, c'est cette naturalité dont parle Descola, et puis avec cette idée un peu fixe que la nature, l'homme détruit la nature. Ça, c'est quelque chose qui me choque assez profondément. J'ajouterais qu'il n'y a pas de loi générale en écologie, n'en déplaise à certains confrères. Laughton, qui est un grand écologue anglais, l'avait écrit il y a déjà quelques décennies. L'écologie est contingente, c'est-à-dire que chaque situation en écologie a une particularité différente. Il est très difficile de trouver des lois générales en écologie. On peut trouver des lois à une échelle locale ou régionale, mais les extrapoler, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, la démarche conservationniste a montré ses limites, parce que les grandes réunions internationales font tout le constat qu'on n'a pas arrêté l'érosion de la biodiversité. Et la réponse, en gros, hein, pour aller un peu vite, mais c'est que beaucoup d'ONG maintenant réclament toujours plus d'aires protégées. Ça veut dire aussi, donc, moins de place pour les autres. On en est maintenant réclamé 30% d'aires protégées à la surface de la Terre. Bon, est-ce que les aires protégées vont régler la question? C'est moins évident. En tout cas, elles ne vont pas régler la question de la pauvreté et de l'alimentation dans les pays du Sud. Donc, ou bien on se trompe sur les stratégies, c'est-à-dire si on constate qu'il n'y a pas d'effet sur l'érosion de la biodiversité, c'est qu'on est, ou bien on est dans des cul-de-sac. Et le cul-de-sac, l'un des cul-de-sac, je fais une petite diversion, mais c'est qu'à l'heure actuelle, quand on dit qu'il faut faire des aires protégées dans les pays du Sud pour interdire aux gens du Sud de manger de la viande de brousse parce que ça va entraîner des maladies, c'est des propos de gens qui sont complètement irresponsables. Quand on crée des zones protégées dans le Sud, on concentre la population dans des zones dites non protégées qui deviennent très rapidement des réserves indiennes. C'est-à-dire que vous n'avez plus la possibilité d'utiliser les terres protégées pour l'élevage, pour le pastoralisme ou pour l'agriculture. Et les gens de plus en plus nombreux dans un espace de plus en plus réduit, on imagine sans difficulté que ça devient une bombe à retardement. De manière pragmatique, parce que j'essaie de trouver des solutions un peu pragmatiques, je dirais que pour protéger la nature, et je vais parler plus de l'Europe ici, il faut y trouver un intérêt pratique ou économique. Vous ne demanderez pas aux gens de faire quelque chose s'ils n'y trouvent pas un intérêt. Ça, c'est clair. Et c'est d'ailleurs une des questions qui avait été posée au niveau des OGM. Je me souviens qu'un sociologue avait dit on n'en voit pas d'intérêt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt. C'est-à-dire que le public n'en perçoit pas l'intérêt. Donc, si on cherche à protéger la nature, on peut y trouver trois grands types d'arguments. Il y a un intérêt agronomique, alors ce sont toutes les réflexions en matière d'agroécologie, avec telle, effectivement, de la réflexion autour de réduire les pollutions. Mais il ne faudrait pas se contenter au niveau des pollutions agricoles, quand même, les pollutions domestiques, ça existe, et je vous rappelle que toutes les pollutions dites émergentes sont liées à l'utilisation de médicaments, en particulier, qui sont rejetés dans les eaux. Hein, et puis, on ne peut que anticiper, encourager tout ce qui concerne les recherches alternatives aux pesticides classiques. Nous avons dans la section des gens qui travaillent sur les hormones et bien d'autres solutions alternatives qu'il faudrait effectivement beaucoup plus encourager qu'on ne le fait actuellement.
Il y a aussi un intérêt patrimonial. Et là, on retrouve un peu cette notion de nature un peu imaginée, nature des gens, dans lesquels les gens se sentent bien finalement. Et l'intérêt patrimonial, il se voit surtout au niveau du paysage. Paysage qui n'est pas qu'un paysage d'histoire naturelle, c'est aussi un paysage aménagé. On va y trouver des moulins, on va y trouver des constructions diverses, des châteaux, etc. Protection de la nature inclut du bâtiment et du construit. Donc, l'une des idées que l'on peut avoir dans cette notion d'un intérêt patrimonial et qui peut avoir un rapport avec l'agriculture, c'est de recréer de l'hétérogénéité dans les paysages agricoles. Beaucoup de travaux qui tournent autour de l'érosion de la diversité à l'heure actuelle, quand on les examine de près, mettent toujours l'accent ou reviennent toujours sur la question de l'hétérogénéité, c'est-à-dire la diversité des biotopes, la diversité des paysages en milieu agricole. L'uniformisation qui a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale, la suppression des les grandes étendues, les très grandes étendues sur végétation continent, ça paraît évident, ça n'est pas favorable finalement au maintien d'une grande diversité biologique. Donc cette question de l'hétérogénéité, elle est fondamentale et il faudrait voir un peu comment on peut la reconstituer. Et puis il y a un intérêt économique, je dirais, un peu terre à terre, mais c'est tout le business du tourisme. À l'heure actuelle, on voit que quand même, il y a une grande quantité de gens qui sont intéressés par l'observation de la nature, qui font du sport de nature, qui a un intérêt pour trouver un certain rapport à la nature, on peut discuter, mais donc, et l'agriculture a aussi son rôle à jouer dans ce domaine. Donc, je dirais d'une certaine manière que si l'on veut progresser un peu dans les relations homme-nature et pas seulement dans la protection de la nature, ben, il faut laïciser la protection de la nature, la gestion de la nature et sortir de ce que j'appelle le catéchisme conservationniste. Consiste à imaginer et à recréer des systèmes imaginaires qui n'ont jamais existé. C'est un peu ça le fond du problème qui me préoccupe. C'est quoi une belle nature? On est incapable de définir une belle nature, sauf par rapport à ses attentes. Mais il n'y a pas une belle nature dans l'absolu. Donc, cette nature co-construite dont je vous parlais tout à l'heure, ben, c'est celle-là qu'il va falloir essayer de... Alors, pour ceux qui ne sont pas convaincus, mais je rappelle quand même que la Camargue est un site Ramsar, c'est-à-dire la consécration en matière de conservation de la nature, ben c'est un site on ne peut plus entrepriser. Ouais, là-dessus. Le réservoir du Der Chancock, qui est un barrage réservoir de la Seine, qui a été créé il y a une trentaine d'années, qui est devenu un spot de passage pour les oiseaux migrateurs européens, c'est un site Ramsar. Donc, le Graal en matière de conservation de la nature. Milieu complètement artificiel, anthropisé. Hein. Giverny, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'archétype finalement de la co-construction. Et des choses comme le Marais de Saussay qui sont moins connues dans le nord de Paris, c'est un lieu qui a été créé, c'est un système artificiel, complètement artificiel, de zones humides qui a été créé dans un parc pour ramener la nature auprès des citadins. C'est quelque chose qui a évolué très rapidement en un système tout à fait fonctionnel en matière de zones humides sauvages, entre guillemets sauvages, à tel point qu'on en a fait une zone de protection des oiseaux et que cette zone qui était faite dans un parc pour attirer le public, on l'a interdite d'accès au public parce que c'était une zone de protection des oiseaux. Et les complexités finalement des raisonnements et de cette question de la protection de la nature. Ouais, je pense qu'il y a un avenir d'une certaine manière dans cette nature un peu mise en scène, disons, hein, business, mais il y a un intérêt des gens pour voir ça, et pourquoi pas, je veux dire, il y a plusieurs expériences qui sont menées. Je suis par contre, je suis tombé il y a 2 jours sur cette image de gauche, adopte un flamand qui me laisse un peu perplexe sur les motivations finalement de la protection de la nature.
on commence à être dans une forme de déviationnisme. Ce que je voudrais rappeler, c'est sur le plan écologique. Une fois de plus, quand on modifie, quand on transforme un système écologique, ça n'est pas nécessairement de la destruction. Quand on aménage ou quand on restaure, on va gagner, on va perdre en diversité biologique. Vous transformez une zone de bocage qui était dans la Champagne en ce lac du Der, Chantecoq, qui est une grande zone humide, vous avez transformé un milieu terrestre où il y avait des papillons et des oiseaux des champs en un milieu aquatique où il y avait des oiseaux aquatiques et des poissons. Et la question, c'est de savoir comment on évalue ce changement. Mais on n'a pas détruit forcément la biodiversité biologique. On l'a modifiée. On remplace une biodiversité par une autre. Et toute la question, elle est dans la manière dont on va juger, le jugement de valeur, on va juger ce changement. Donc, adopter une forme d'approche qu'on qualifie maintenant de systémique, mais qui n'est pas une approche sectorielle. Si on ne voit que l'aspect oiseau, si on voit aussi l'aspect papillon, les fleurs des champs, c'est des choses totalement différentes. Et ensuite, la société fait des choix. Je constate simplement, c'est que les grands ONG de conservation de la nature labellisent des systèmes qui sont complètement anthropisés, tout en faisant, je dirais, la promotion de l'homme détruit la nature, et tout en faisant la promotion d'une nature vierge. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas très logique dans tout ça. C'est de la schizophrénie. Certains d'entre vous, peut-être, se rappellent qu'il y a à peu près 20 ans, nous avions, avec le programme environnement du CNRS, organisé un colloque « Quelle nature voulons-nous ?» pour une approche socio-écologique du champ de l'environnement. À cette occasion, d'ailleurs, on avait mis en place, avec Alain Pavé, notamment, la notion de zone atelier, pour essayer de comprendre sur le long terme l'évolution de nos rapports à l'environnement. La question du jugement, c'est quoi une bonne nature, une belle nature? Ça, c'est vraiment quelque chose une question qui est assez fondamentale. Je poserai la question simplement, enfin, il y a tout un débat ici également sur est-ce que les systèmes anthropisés sont des systèmes dégradés, mais il est clair qu'il y a pas mal de scientifiques à l'heure actuelle qui sont en train de remettre en cause cette idée qu'il y a le bien et le mal, et qui disent que quelque part, les systèmes anthropisés fonctionnent exactement comme des systèmes non anthropisés, que la question n'est pas là et qu'il s'agit de savoir ce que l'on attend de ces systèmes. J'ai repris un peu cette phrase d'un écologue que l'on connaît, en quoi cette hybride serait-elle moins bonne que la nature naturelle? Pourquoi les émotions ressenties par les rares élites ou élus qui ont accès à la nature réservée auraient-elles plus de valeur que les émotions de ceux qui jouiraient près de chez eux d'un écosystème fait de la main de l'homme? Donc, il y a ce débat un peu récurrent sur l'artificiel naturel qui est en train quand même d'être largement débattu, et on essaie de laïciser une fois de plus cette perception du fonctionnement des systèmes économiques. Je rajouterais que nous sommes, enfin, en ce qui me concerne, je considère, et d'autres, et beaucoup d'autres aussi, que nous sommes en ce moment dans une science qui est instrumentalisée. Plusieurs travaux ont montré que la globalisation qui est inhérente au discours sur la diversité biologique conduisait à des visions biaisées de la situation. Ce que je veux dire par là, c'est que les milieux conservationnistes et les grandes ONG vous tiennent des grands discours sur l'érosion de la biodiversité, sur le fait que c'est la catastrophe, etc. Je vais vous montrer quelques exemples tout à l'heure qui sont vraiment qui vont un peu à l'encontre de ce discours. Ce qui est clair, de plus en plus chez les écologues, c'est que l'écologie est contingente, que l'on observe des évolutions très contrastées selon les régions. Quand on regarde les publications, on s'aperçoit de plus en plus que ce qui est vrai ici n'est pas vrai. Elle pose la question de l'extrapolation au niveau global, d'observation locale et de courte temporalité. Parce que pour faire aussi tirer des conclusions sur les
l'érosion, encore faudrait-il avoir le recul nécessaire. On est sur le climat, on a 100 ou 150 ans de recul. En domaine, on a au mieux 40 ou 50 ans, et encore sur des milieux extrêmement limités. Donc, je prends un exemple simple. Quand on vous dit que le taux d'extinction est, je ne sais plus, enfin, très important, on parle du taux d'extinction, je dis bien extinction, qui n'est pas disparition, qui est extinction des vertébrés, on mélange tout ce qui est extinction au niveau mondial. Or, on a constaté que 90% des extinctions de vertébrés qui sont attribuables à l'homme sont des extinctions qui ont eu lieu dans les îles de l'Indo-Pacifique. On regarde les extinctions sur les continents, et notamment en Europe, extinctions dues à l'homme, il y en a très peu. Il y en a très peu. Et je voudrais qu'on revienne aux chiffres et non pas aux discours un peu généraux. Donc, il y a une vraie question à l'heure actuelle, sur le plan scientifique, qui est celle du traitement des données de modélisation. Attention à l'argument d'autorité, la science a dit, la science n'a pas dit. Quand on regarde beaucoup de publications, elles sont extrêmement prudentes dans les conclusions. Par contre, les mouvements conservationnistes et les médias amplifient beaucoup ou détournent complètement ces conclusions. Je crois que là, il y a un vrai problème dont il faudrait reparler, et le rôle effectivement amplificateur des discours alarmistes de la part de réseaux sociaux, de la part de médias, de la part de porte-parole de mouvements idéologiques. Quelques fake news. L'écologie de la restauration, appelée également restauration écologique, c'est restituer un écosystème donné tel qu'il était à l'origine. Là, ce sont je prends des citations pour vous dire que je ne brode pas. Hein, ce sont bien des choses qui circulent à l'heure actuelle dans le public. Reconstituer à l'origine, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens en termes écologiques. Tous les systèmes sont sur trajectoire. Quand on regarde un peu, alors ça c'est une petite perle. Quand on regarde les publications de cette année, pratiquement, vous avez 3 publications qui ont traité les mêmes données qui sont issues de la base de données Planète Vivante, qui est une base de données établie par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, et le WWF, qui est une ONG. On a 3 analyses et 3 conclusions différentes. Silence par là. Le WWF, à partir de cette base de données, nous dit qu'il y a une chute de 60% de la population entre 70 et 2016. 68%, pardon. Des populations de vertébrés suivies entre 70 et 68%. Vous avez bien noté. Un autre travail fait par des chercheurs, notamment britanniques, à partir de la même base de données, a montré que seulement, alors je ne vois pas bien 15% en gros des populations excusez-moi. Est-ce que vous pouvez vous taire, s'il vous plaît? Des populations ont diminué, 18% ont augmenté et 67% n'ont pas montré de changement net au fil du temps. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, une autre publication que m'a envoyée Alain Pavé il n'y a pas longtemps, publiée dans Nature, des biais considérables dans les estimations qui résultent du fait que 2,4% des populations sont en fort déclin. Si on les met de côté, la tendance est à une croissance généralement positive. Quand même curieux qu'à partir d'une même base de données, on ait de telles divergences dans les interprétations. Et ça, c'est un vrai problème à l'heure actuelle, un vrai problème que les scientifiques devraient quand même essayer d'aborder d'une autre manière que par, je dirais, le surenchérissement en matière de publication concernant l'impact de l'homme sur la diversité biologique. Une autre fake news, alors là, c'est capture d'écran, France Nature Environnement, 180 000 espèces en danger en France.
comment le plan biodiversité peut stopper l'hécatombe. Alors, quand on regarde un peu de près, 180 000 espèces en danger en France. C'est en France métropolitaine, plus les territoires ultramarins, c'est-à-dire toute la France au sens large. Quand on regarde la base de données du muséum, 180 000 espèces, c'est l'ensemble des espèces répertoriées en France et dans les territoires ultramarins. Ce que ça veut dire là, c'est qu'il y a toute la totalité des espèces sur les territoires français au sens large est en danger. C'est grotesque, simplement grotesque. Et qui s'est offusqué de ce genre de publication? On laisse passer, ça rentre dans l'esprit du public, alors ça marche, hein, dire 180 000 espèces, mais c'est faux, c'est carrément faux. Je n'ai pas vu une publication qui contestait ce genre d'affirmation. Épilogue. En Europe, ce qu'on appelle nature, c'est une co-construction hybride et sa dynamique reste encore en grande partie liée aux pratiques agricoles et, bien sûr, pas à l'urbanisation. Je parlais tout à l'heure de l'hétérogénéité des paysages. Je pense qu'il y a, par exemple, des choses qui sont... La nature vécue est une nature généreuse en bienfaits et en nuisance. Si on ne prend pas en compte cet aspect nuisance, on n'a rien compris tellement au vécu de la plupart des gens, que ce soit les gens qui vivent en milieu rural, que ce soit les gens qui vivent dans les pays tropicaux. On continue en matière de protection à légiférer sur la base d'une nature fantasmée qui n'a jamais existé, c'est-à-dire un héritage de la pensée créationniste qui nous est largement, je dirais, rappelé, inculqué, formulé par les grandes ONG internationales qui, à n'en pas douter, ont quand même une large culture nord-américaine où la vision créationniste du monde est encore très présente. Et il en résulte des politiques donc, que je qualifie clairement d'anti-humanistes, basées sur une vision fixiste de la nature qui conduit à des aires protégées dont on exclut, au déni irrationnel des méfaits de la nature et au refus des innovations. Je sais qu'en France, à l'heure actuelle, ce sont les technocrates qui, sous l'influence des ONG, parce que les ONG ont leur bureau pratiquement au ministère de l'écologie, décident des politiques, alors que les agriculteurs ne sont que des variables d'ajustement, je dirais, dans ces politiques qui sont décidées, notamment sur la biodiversité. J'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ce thème il y a quelques années, à l'occasion de la loi sur la biodiversité, où on pouvait constater que dans toutes les instances décisionnaires en matière de gestion de la biodiversité, il n'y avait pas aussi peu de représentants du monde agricole. Alors je fais un clin d'œil et du degré, mais que fait l'académie, je dirais, que fait le gouvernement, mais peut-être que dans ce domaine, on pourrait aussi peut-être envisager la demande d'une présence de plus en plus forte du monde rural dans les instances décisionnaires. L'avenir, c'est aussi revenir sur nos expériences passées en matière d'aménagement du territoire pour certainement tirer des leçons de nos erreurs, parce qu'on n'a pas toujours, mais aussi et surtout peut-être valoriser les expériences qui, à nos yeux d'occidentaux, sont jugées positives. Et elles ne manquent pas, je vous en ai fait tout à l'heure montrer un certain nombre d'exemples. Nous ne vivons pas dans l'enfer de milieux anthropisés ici, en Europe. Nous vivons dans un monde qui a été créé un peu en fonction de nos attentes ou nos représentations du monde. Dans l'objectif de rechercher le bien-être humain et pas la protection exclusive et seulement de la nature, ce qui suppose de prendre en compte les hommes et d'abandonner cette démarche écocentrique qui est quand même caractéristique à l'heure actuelle de toute la politique conservationniste. Et puis, en s'inscrivant dans une démarche que l'on qualifie d'adaptative et prospective, c'est-à-dire que nous sommes dans un monde qui change, d'une certaine manière, il faut l'accepter. Il faut arrêter de dire il y a des espèces qui arrivent, c'est pas bien, ou le climat va changer, c'est pas bien. Ben, c'est comme ça. Le climat va changer. Hein, et, erreur de ma part, on n'est pas encore capable de contrôler le climat. Alors qu'il soit dû à l'homme ou pas à l'homme, la question est là, le climat va changer.
Donc on s'adapte. Et je renvoie aux travaux qu'a fait Carol Zakin, aux interventions qu'a fait Carol Zakin sur les normes. Comment peut-on appliquer des normes sur des systèmes qui sont des systèmes évolutifs, qui changent en permanence? Ah, une vraie question en matière juridique. Je vais y arriver. Voilà. Donc, je résume un peu ce que j'ai dit par deux démarches différentes. Nous avons, d'une part, ceux qui vivent dans la perspective ou le paradigme, en tout cas, nature, imaginée, qui sont généralement tournés vers le passé, un passé révolu, donc soit une nature vierge, soit une nature d'autrefois. Hein, c'était mieux avant, on connaissait la chanson. Ils nous promettent l'apocalypse. Bon, c'est schématique, mais l'autre, vous avez ceux qui partent d'une nature vécue, qui est un héritage, on peut en discuter, inconvénients, mais ses avantages, et c'est peut-être, en tout cas, qui est mise dans cette image, et puis qui sont tournés un peu vers l'avenir, et non pas vers un avenir pas apocalyptique, mais un avenir que l'on va co-construire, un avenir que l'on peut espérer, en tout cas, correspondre à nos attentes. Pas forcément radieux, mais c'est l'avenir. Et on va essayer de voir comment on peut l'aménager de manière à y vivre confortablement. On a plusieurs tentatives. Hein. Soit on laisse la nature évoluer, ça c'est ce que donne une nature qui évolue indépendamment de l'homme, c'est la fermeture des paysages. Soit on a des pratiques agricoles nouvelles, et il y a toute une réflexion autour de ces intensives. Soit on fait de l'agroécologie et de la conservation, soit on s'imagine, on fait des scénarios prospectifs en matière de climat, où on nous dit par exemple, on va pouvoir l'on va voir arriver dans le sud de la France un climat du type de celui de l'Afrique du Nord à l'heure actuelle, donc avec une végétation différente. Il faut s'y attendre. Il ne s'agit pas de se lamenter en permanence sur le rôle de l'homme. Nous sommes dans un système qui change, il faut s'adapter, et l'avenir, il est certain, mais je dis que nous devons à l'heure actuelle gérer. Et pour plus ou moins terminer, je dirais qu'il faut aussi tenir compte de toutes ces questions sur les grandes contradictions de l'écologie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas protéger tout partout, donc on doit faire des choix, et il faut sortir de l'hypocrisie selon laquelle on protège la biodiversité. On protège certaines espèces, on ne protège pas la biodiversité. Hein. La biodiversité, c'est un propos totalement dénué de sens. Hein. Donc, il n'y a qu'à Faucon sont des propos d'ignorance. Hein. Je dirais qu'ils sont nombreux dans le domaine de l'environnement à l'heure actuelle. Donc, allons-y. Bon, je terminer simplement parce que je pense quand même que dans toute cette histoire, et sans rentrer dans le syndrome du complot international, certains l'évoquent, et pourquoi pas, et que les discours anxiogènes ont pour objectif de créer une machine à cash. Les grandes ONG environnementales sont des multinationales avec des milliers d'employés qui fonctionnent sur la base de dons et de soi-disant études scientifiques. Vous entendez en ce moment le WWF, donnez-nous de l'argent, et vous verrez ce qui va se passer. Ça me rappelle beaucoup les indulgences du Moyen-Âge. Si vous me donnez de l'argent, vous serez sauvés. Des choses qui me gênent, en tout cas, dans cette démarche. Et puis, je connais suffisamment le monde de la recherche pour savoir que les financements opportunistes sont obligatoires. Il y a des modes, et qu'il n'est pas propice de mener des recherches de fond sur le long terme, et qu'un certain nombre de mes collègues sont obligés de rentrer dans le paradigme de la destruction de l'homme dans la nature pour trouver des financements à leur recherche. J'ai de nombreux exemples, en tout cas, notamment dans le cas des espèces introduites, des nuisances apportées par les espèces introduites, où l'on mène des études systématiquement à charge, je dis systématiquement à charge, contre ces espèces, sans prendre en compte aussi l'intérêt qu'elles peuvent avoir par ailleurs. Donc on est dans une recherche qui est très orientée
très orienté par des idéologies, l'idéologie que l'homme détruit, et vous n'avez de recherche ou des financements sur cette base, l'idéologie de l'homme détruit. Si vous avez présenté des projets de recherche ou des publications, certains collègues se sont fait renvoyer leurs publications parce qu'elles ne rentraient pas dans la bien-pensance dogmatique actuelle. Voilà, je voulais avoir plus de renseignements. Il y a deux travaux, deux publications que j'ai sortis ces derniers temps. Un des petits livres de l'Académie de la biodiversité avec l'homme et un autre avec des collègues géographes sur la gestion écologique des rivières françaises, avec ce paradigme aussi destructeur de biodiversité qui est la notion de continuité écologique. Je vous simplement quelques titres pour vous montrer que je ne suis quand même pas tout seul à penser ces choses-là. Il y a beaucoup de gens, de plus en plus, je pense à l'heure actuelle, qui remettent en cause cette prégnance, en tout cas, d'une certaine idéologie de la conservation, qui n'est plus du tout en accord avec le fonctionnement du monde. Merci de votre attention.